Ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue au 14e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Réal Godbout, l'un des doyens de la bande dessinée québécoise à qui on doit notamment Michel Risque, Red Ketchup, qu'il a co-créé avec Pierre Fournier, personnage qui fait d'ailleurs l'objet d'une nouvelle série animée sur les ondes de Télétoon la nuit dès le 20 avril, et qui signe avec son fils Robin Bourget-Godbout, Heureux qui comme Hugo, paru en janvier dernier à La Pastèque. Réal Godbout, salut! Salut! Comment vas-tu? Tout d'abord, Réal, on prend des nouvelles de toi un peu. Ça va bien. Toujours en forme, toujours actif. Là, je pars en vacances bientôt, là, mais autrement, ça n'arrête pas. Parce que c'est quand même important de prendre des nouvelles de ce que je considère être le doyen de la bande dessinée québécoise. Là. C'est-à-dire que, sans vouloir tomber dans l'âgisme, ni non plus trop te vieillir, mon cher Réal, il en demeure pas moins que du printemps de la bande dessinée québécoise, tu demeures un de ces piliers-là encore très actif à ce jour. Oui, je suis conscient de ça, puis on ne rajeunit pas. Ça, c'est... Mais en tout cas, j'essaie d'être pas juste un monument ou un... Aussi, être monument, c'est une place publique, c'est plate un peu. Ouais, ben de toute façon, c'est pas à toi de décider ça. Hein? C'est au milieu, c'est aux gens. D'une part, il s'agit. Je vais en faire aussi longtemps que je vais avoir le goût d'en faire et que je vais être en forme pour en faire. Mais l'autre aspect, évidemment, c'est la réponse du public. Si, j'espère que je ne suis pas rendu là, mais à un moment donné, si j'arrive un jour où je continue à produire de la BD ou de l'illustration, puis ça n'intéresse plus personne, bien là, peut-être que je me décide d'arrêter à ce moment-là. Mais en tout cas, je ne suis pas rendu là. Oui, bon, moi, je te rassure, là. Oui, non, tu es loin d'être rendu là. D'ailleurs, parlons de ton plus récent album que tu as co-signé avec Robin Bourget-Godbout, ton fils, donc Heureux qui comme Hugo, qui a été publié au début de l'année aux éditions de La Pastèque. Superbe album. Proposition, moi, qui m'a quand même étonné à plusieurs égards. Tout d'abord, un format à l'italienne. Donc là, tout à coup, on a du Réal Godbout dans un autre format, dans une autre manière, peut-être un peu de découper tes planches, ou en tout cas, forcément, il y a une incidence au niveau du découpage. Quand le choix du format italien, pour moi, c'est imposé dès le départ. Imposé, en tout cas. J'ai fait ce choix-là au début, parce que c'est sûr que je n'aurais pas pu commencer à dessiner sans avoir une idée de la mise en page finale, c'est certain. Puis évidemment, j'en ai parlé à Pastèque aussi, parce que c'est question d'édition, évidemment, ça impose une contrainte différente. Pour moi, parce que c'est un récit de voyage, puis tu as des vues panoramiques, des paysages, puis des fois de l'océan en perte de vue, en tout cas, beaucoup de paysages comme ça, fait que je trouvais que ça s'y prêtait bien. Puis moi, c'est un format que j'ai toujours aimé. Je me rappelle d'avoir lu, je ne sais pas, c'est peut-être pas dans l'édition originale, mais la première fois que j'ai lu La balade de la mer Salée, c'était dans un livre grand format qui était, peut-être s'ils ont mis comme des demi-pages, je ne sais pas, mais en tout cas d'Hugo Pratt, c'était en forme italienne, puis je trouvais ça très beau. Fait que j'avais le goût d'aller dans cette direction-là. Puis effectivement, ça suppose, parce que c'est pas juste des paysages, évidemment, il y a de l'action, il y a des scènes d'action, il y a du dialogue, comme dans n'importe quel BD, mais ça suppose un rythme différent, un découpage différent. Puis j'avais le goût d'aller là-dedans. Puis en plus, dans la mise en page, il y a des pages bleed aussi, qui sont comme quasiment plus des tableaux. Parce que normalement, tu as un récit que tu suis comme dans toute bonne BD, un récit qui s'enchaîne d'une case à l'autre, puis tu as de l'action, puis tout ça. Mais à un moment donné, il y a comme des pauses où c'est plus comme un tableau, si tu veux, ou donc des pages bleed, la marche perdue, ou puis souvent qui évoquent, par exemple, l'art antique, l'art de la Grèce antique, ou des trucs comme ça, ou des. Fait que ça m'a permis de jouer un peu avec les découpages d'une façon un peu particulière. Moi, Réal, en te lisant, j'ai senti l'immense plaisir que tu as eu justement à travailler en format panoramique. J'ai senti l'illustrateur là, qui est sorti un peu du cadre habituel de sa production et qui s'est
vraiment fait plaisir. On retrouve d'ailleurs plusieurs des thèmes qui te sont chers, notamment, j'oserais dire, la mythologie au sens large. Quand on prend l'Amérique ou le disparu, ton adaptation que tu en as fait, il y a quelque chose pour moi qui relève pratiquement de la mythologie aussi dans ce récit-là. Et donc là, tout à coup, avec Robin, vous arrivez avec Heureux qui comme Hugo, qui est large, qui est inspiré, mais quand même de manière plus ou moins lointaine de l'Odyssée d'Homère. Comment est né ce projet-là? Comment est né? Premièrement, tu as parlé de l'Amérique ou le disparu. Évidemment, c'est assez différent parce que l'Amérique, c'est un roman de Kafka que j'ai Ouais. beaucoup aimé puis que j'avais le goût de le raconter, mais j'ai essayé de rester assez fidèle, de raconter l'histoire de Kafka en l'adaptant au médium de la bande dessinée, puis un petit peu à ma façon, mais essentiellement, c'est le récit de Kafka. Tandis que ici, Heureux qui comme Hugo, c'est inspiré de l'Odyssée, mais c'est une histoire inédite. Premièrement, ça se passe de nos jours. Puis, il y a comme des analogies, des parallèles que tu peux faire, des allusions, des clins d'œil à l'Odyssée, mais c'est une histoire inédite. Donc, les péripéties qu'on trouve dans l'Odyssée, des fois, ça nous a servi de piste pour orienter l'histoire, mais on n'était pas tenu de raconter cette histoire-là. Puis comment c'est né? Il y a plusieurs années, au moins, ça m'était passé par la tête. Je disais, ce serait le fun que ça existe, une croisière en Méditerranée qui reproduirait les voyages d'Ulysse. Mais là, comme moi, j'ai pas de bateau, là, puis j'ai pas les moyens d'organiser une croisière, mais j'ai dit, ça pourrait faire un bon album de BD. Ça, c'est plusieurs années que j'ai pensé à ça. Puis, entre-temps, bon, j'ai fait des voyages avec ma blonde. On est allé. Il y a différents lieux qu'on voit dans l'album. Bon, ça commence à Istanbul. On est allé à Istanbul, dans les îles grecques, en Italie, puis particulièrement à Sicile. Puis là, en Sicile, ça fait 4 ans de ça. Donc, puis c'est à ce moment-là qu'on a pensé, que j'ai pensé, OK, là, je le fais. Là, je t'ai rendu là. Je dis, là, j'ai le goût de faire un album nouveau. Puis là, de sortir cette idée-là. Puis évidemment, tout le décor, le lieu, tout le feeling du voyage, ça m'inspirait. Fait que là, j'ai commencé à mettre ça sur papier. Puis, à mon retour, ben là, je n'ai parlé à Robin, à mon fils, parce que lui, bon, d'une part, il a grandi là-dedans parce que quand je dessinais à la maison, il me voyait faire. Ouais. Puis, en plus, il étudie en scénarisation de cinéma, donc il a quand même une certaine compétence dans l'art de la scénarisation. Ouais. J'ai dit, ben, ça te tente-tu d'embarquer? Puis là, ben, moi, j'avais déjà un synopsis, mais assez imprécis. Puis là, ben, on a discuté. Puis à un moment donné, ben, on est arrivé avec un synopsis un peu plus détaillé. Puis, puis après ça, en cours de route, bon, on se partageait pour ce qui est de la rédaction comme telle, chapitre par chapitre, ben là, toi, tu fais telle partie, moi, je fais telle partie. On se partageait à job, puis que OK. puis je pense qu'on ne sent pas, en bout de ligne, quelle partie a été écrite par Robin ou quelle partie a été écrite par moi, parce qu'il y a comme une fusion là-dedans. Fait que c'est comme ça qu'on est arrivé Puis là, puis, ben, il y a Dominique, ma blonde, avec qui j'avais fait les voyages aussi, qui a fait la couleur aussi. Fait que bon, comme j'ai déjà dit, c'est une affaire de famille. Ben oui, ben justement, bon, là, tu ouvres plein de portes. Alors, je vais y aller une porte à la fois, si tu me permets. Tout d'abord, cette technique de travail-là avec Robin, elle est quand même un peu différente de la dynamique de travail que tu avais avec Pierre Fournier lorsque venait le temps, par exemple, de scénariser, de produire les bandes mensuelles de Red Ketchup lorsque c'était publié dans Crow ou de Michel Risque. Oui, ben, la collaboration avec Robin, par certains points de vue, ça ressemble à la collaboration que j'avais avec Pierre, mais effectivement, il y a des différences. D'abord, parce que Michel Risque et Red Ketchup, c'était un feuilleton paru dans un Ouais. mensuel. Donc, même si on avait surtout dans Red Ketchup, une idée un peu on pensait quand même en termes d'album, puis une idée d'où on s'en allait, mais on se donnait quand même la possibilité d'improviser à chaque mois. Puis on avait un brainstorming. Puis à ce moment-là,
je partais avec ça. Puis la rédaction finale, comme c'était moi qui le dessinais, dans le fond, pour mettre l'histoire à ma main, moi, je prenais des notes pendant le brainstorming avec Pierre où les idées venaient autant de l'un que de l'autre. Ouais. Puis, en bout de ligne, moi, je partais avec ça, puis je mettais ça en forme pour que ça rentre en 4 pages, puis que ça soit compréhensible, puis faire un découpage. Puis, à partir de ce moment-là, je le dessinais. Dans ce cas-ci, avec Robin, disons, premièrement, on travaillait plus. On s'est rencontrés en personne quelques fois, mais évidemment, il était plus facile de travailler au téléphone, par Internet, par Zoom, par courriel. Bon, c'est ce qu'on ne peut pas faire dans le temps. Puis à ce moment-là, avec Robin, disons que Robin peut-être était moins dans l'idée de départ, parce qu'avec Pierre, déjà, les idées originaient dans nos rencontres. C'était Red Ketchup, on l'a créé ensemble. Michel Risse, je l'avais déjà imaginé avant, mais l'essentiel de la saga de Michel Risse, que ça vient de nous deux. Quand j'ai commencé à travailler avec Robin, j'avais déjà quand même une idée un peu plus précise d'où on allait. Par contre, Robin mettait plus de temps sur la rédaction. Okay. Créer des dialogues, puis tout ça, ce que Pierre faisait très rarement. La dynamique était un petit peu différente. Puis aussi, évidemment, ben là, c'est pas Heureux comme Hugo, c'est pas un feuilleton, c'est un roman graphique. Puis à ce moment-là, le format est différent, le rythme est différent. Il n'y en a pas à se préoccuper. Évidemment, quand tu publiais dans Croc un épisode complet, il fallait qu'en 4 pages, que si tu as assez d'intérêt et qu'il se passe de quoi, tandis que là, tu peux te permettre un roman graphique, c'est sûr qu'il ne faut pas perdre l'attention du lecteur, mais tu peux te permettre un peu plus de. Si tu veux mettre une page pour montrer un coucher de soleil, tu peux te le permettre. Dans un feuilleton mensuel, tu ne peux pas vraiment faire ça. Fait que c'est sûr que le rythme est différent. Puis, mais ça conserve quand même. Je veux dire, en même temps, je dis, j'aime pas trop m'éterniser sur des scènes trop longues. Puis, un coucher de soleil, c'est bien beau, là, mais je veux dire, je ne me ferai pas 4 pages pour un coucher de soleil. Ou même chose pour des scènes d'action. Une scène, je ne sais pas, mais une scène de bataille, passer 4 pages pour montrer, pour montrer 2 gars qui se battent. On voit souvent ça dans des comics. Moi je trouve pas ça intéressant. Je trouve que c'est une perte de gaspillage. Ça devient comme trop d'action tue l'action, finalement. Ouais. Puis au cinéma, c'est la même chose. Les films d'action où tu as les chars qui explosent, puis du monde qui se bat, puis les 3 quarts du film, c'est ça. Puis, en réalité, il ne se passe pas grand-chose. C'est juste des effets, des flashs visuels, mais il n'y a pas de trame dramatique ou très peu. Fait que, en tout cas, c'est. Non, mais de toute manière, votre récit, Heureux qui comme Hugo, est un récit très rythmé, très. Il n'y a pas de moment mort, il n'y a pas non plus. Comme tu dis, on ne sent pas d'effet de lenteur ou de. Ah non, bien ça, c'est probablement. Il y a une habitude, justement, d'avoir fait Red Ketchup et Michel Risse dans le temps. Il en est resté quand même quelque chose, cette façon-là d'être concis dans la narration, puis d'aller straight to the point, là, tu sais, d'aller direct au but. Puis il y a une autre affaire aussi, une particularité dans la narration que je faisais un peu avant, mais là, c'est systématique dans Heureux comme Hugo. Il n'y a absolument aucun récitatif. Sauf quand. Donc, il n'y a pas de narrateur neutre là, qui va parler pendant ce temps. Bon. Absolument pas. On comprend soit par les dialogues, soit par l'image. Ouais. La combinaison des deux. Les seuls récitatifs que tu peux avoir, c'est quand un personnage raconte quelque chose. Puis là, à ce moment-là, ça commence par les dialogues. Puis ça se poursuit en récitatif alors que tu montres dans l'image ce qu'il est en train de raconter. Mais des récitatifs là, par un narrateur neutre, là, extérieur, systématiquement, par choix, là, ça peut faire de la bonne BD, pareil, il y en a qui le font, mais par choix, systématiquement, c'est une façon aussi de donner un rythme. C'est comme dans un film, dans le fond, c'est bien rare que tu aies des fois, tu as une voix off qui parle, un narrateur qui dit, mais en général, dans un film, tu n'as pas ça, je veux dire, c'est la bande sonore, c'est les dialogues, le bruitage, puis l'image, puis en tout cas, c'est ça. C'est vrai que c'est un procédé, même en bande dessinée, qui se fait de plus en plus rare. Là. Si on remonte à il y a peut-être 30 ans.
Ouais. Ben, il y en a, ça dépend. Il y a des bandes dessinées récentes. Je trouve même qu'il en abuse un peu. Là, des fois, tu as l'impression de ne pas lire une BD, de lire un roman illustré. Tu as des blocs, des Ah, paragraphes de texte, ouais. tu as des illustrations. Puis il y a beaucoup d'auteurs, je ne nommerai pas de nom, là, mais il y a beaucoup d'auteurs très reconnus, très réputés, qui dessinent très bien, qui écrivent très bien, mais tu n'as pas l'impression de lire une BD, tu as l'impression de lire un roman illustré. Puis ça, encore de nos jours. En fait, ça, c'est une tendance qu'on remarque, je trouve, chez certains éditeurs qui ouvrent leur catalogue à la bande dessinée. Ils ne sont pas des éditeurs à proprement parler de bande dessinée. Et des fois, moi, parce que, bon, évidemment, je lis beaucoup de nouveautés. Et des fois, je trouve que l'incursion dans le milieu de la bande dessinée d'un éditeur plus généraliste ou plus porté sur la littérature. Ils ont une approche plus littéraire. Ouais. Oui. Moi, je fais du roman graphique, mais le roman graphique, ce n'est pas synonyme de roman illustré. Roman Non. graphique, c'est de la BD. Fait que, puis, je veux dire, tu as un rythme de bande dessinée comme si tu lisais du Franquin, là, tu sais, Et d'ailleurs, le rythme, il est indéniable. C'est ça. Et moi, c'est ce que je trouve particulièrement réussi de votre album. C'est que, à la fois, comme lecteur, lectrice, on peut traîner un peu au détour d'une page parce que là, tout à coup, on a justement une superbe fresque. Mais en même temps, pas trop parce que le rythme est là. Donc, on traverse cet album-là. C'est un rythme soutenu de lecture, mais en même temps qui nous permet quand même de faire quelques petits arrêts en cours de route pour vraiment savourer le plaisir que tu as eu comme illustrateur. dans les sujets Justement. aussi, ouais. Ouais. Dans les sujets, on ratisse large, dans le fond, parce que ça parle Ouais. c'est un récit de voyage, il y a des thèmes mythologiques, ça parle de religion, il y a un récit, il y a une intrigue policière, Ouais. il y a un drame familial, il y a de la comédie, il y a de la satire aussi. Fait que il y a tout ça, puis on a essayé d'organiser tout ça pour que ça se tienne, puis d'avoir un récit cohérent, mais qui intègre tous ces genres-là, finalement. C'est un mélange de genres. Ben, en fait, pour moi, en lisant ça, puis ça, c'est ma déformation de gars de théâtre, mais pour moi, j'avais l'impression d'avoir lu une pièce de Shakespeare. Parce que Shakespeare, dans ses bonnes pièces, c'est tout ça à la fois. C'est Le tellement. mélange de genres, Oui, c'est par rapport à la tragédie classique, c'est le drame shakespearien, c'est un mélange de comédie, tu as même du fantastique, tu as du drame, tu as des côtés très tragiques, mais en même temps, ce qui n'empêche pas d'avoir des scènes. C'est ça, c'est le mélange de genres, finalement. Ouais. ben voilà. Tu sais, pour moi, il y a dans cet album-là des aspects qu'on retrouve dans Hamlet à plusieurs niveaux. Parce que le théâtre de Shakespeare, c'est ça, c'est un mélange des genres, c'est tellement stratifié. Donc, c'est à la fois, moi, je trouve, un récit classique. Tu viens de me donner une idée, là. Parce que je t'interromps. Ah bon? Adapter une pièce de Shakespeare en BD. Mais je dis ça de même, on parle. En tout cas, continue. Ah, ben alors, à ce moment-là, ah oui, hein? Qu'est-ce que Réal Godbout pourrait faire? Ben, Macbeth ou, ou Le Roi Lear. Ah ouais, King Lear. Ça aussi, ça tirait bien, ça. En tout cas. Mais pas Jules César, parce qu'à moins que ça te tente vraiment de dessiner du légionnaire, là, Jules César. Je ne sais pas, en tout cas. Mais je dis ça de même, je dis, c'est rien de pas. Mais il y a pièces de théâtre, en parenthèse, pièces de Ouais. théâtre adaptées en BD. Il y a le bureau Oui. comment ça s'appelle? De Jarry. Oui, mais le dessinateur, j'oublie son nom, en tout cas, qui est très bon. D'ailleurs, qui a fait lui aussi une adaptation de l'Amérique de Kafka, mais en tout cas. Je dis ça de même, mais l'idée d'adapter une pièce de théâtre, c'est plus une adaptation littéraire comme telle, comme si ça partait d'un roman, c'est autre chose. Il y a déjà parce qu'il y a déjà, dans une pièce de théâtre, il y a déjà des éléments de mise en scène, puis Ben oui, tout à fait. c'est ça, fait, puis ça peut être intéressant, en tout cas, un jour, peut-être. Ben oui, un jour, là, de toute façon, ton carnet de projet, je suis convaincu. Puis Ouais, d'ailleurs, on va y revenir à ça, mais c'est sûr qu'il déborde. Tantôt, tu parlais, tu as fait référence à
le fait de travailler en famille. D'ailleurs, c'est en 2015, je crois, que tu avais publié aux éditions Mécanique Générale Avant l'Apocalypse Oui, ça c'est avec ma fille, Adèle. avec la fille Adèle, oui. Donc, j'ai deux enfants qui écrivent très bien. C'était un peu différent parce que, disons que elle était très jeune à ce moment-là. Elle n'avait pas d'expérience à la scénarisation, mais il n'était pas question. Avant l'Apocalypse, c'est pas une BD vraiment, c'est un album illustré. Ouais. Puis elle écrivait comme des capsules, si tu veux. Donc, il n'y avait pas besoin de construire un scénario comme tel. Là, bon, ça se passe, c'est le journal intime d'une petite dinosaure qui vit dans une ville qui ressemble à nos villes, mettons, vers 1900 à peu près, dans un univers comme ça, mais c'est des dinosaures. Puis c'est la vision du monde de la petite fille, la jeune dinosaure. Fait que c'est très cute. Est-ce que c'est. Parce que travailler en famille, je trouve que c'est quand même un thème dans ta carrière, parce que tu es quelqu'un qui a collaboré beaucoup avec les mêmes personnes. Donc, j'imagine que l'idée de collaborer en famille, c'est quelque chose de rassurant ou d'inspirant pour toi. Ben, peut-être, mais c'est pas nécessairement. Écoute, c'était pas une obligation ou de dire. J'aurais pu travailler. Bon, j'ai déjà travaillé avec Pierre Fournier, Oui. puis avec d'autres. Puis Oui. des fois, juste comme dessinateur, mais souvent comme co-scénariste. Puis même quand, par exemple, j'ai fait Quand je serai mort à partir d'un scénario de Laurent Chabin. Ouais. C'est un scénario de lui, mais j'intervenais dans le découpage, parce que à un moment donné, moi, je disais, mettons comme dessinateur, si tu me confies un scénario, tout écrit, tout découpé, tout est prévu, ben là, je trouverais ça plate. Là. Je dirais, je serais juste un exécutant. Fait que c'est sûr que même si je travaille avec un scénariste, donc je ressens le besoin d'avoir mon mot à dire dans l'histoire, puis dans la façon, dans la narration, puis tout ça, en tout cas. Mais pour ce qui est de la famille, ben, je peux travailler tout seul aussi. Mais peut-être, je sais pas, travailler avec quelqu'un, qui peut être quelqu'un de la famille aussi, ça donne plus de confiance. Je veux dire, à un moment donné, il y a plus d'idées qui sortent. Ouais. Puis aussi, c'est qu'à un moment donné, peut-être tu doutes moins. Parce que quand je suis tout seul dans mon coin, puis là, je pense que c'est des idées, je me dis, c'est une bonne idée, ça va-tu marcher, les gens vont-tu comprendre, ça va-tu être appris. Tandis que si j'ai quelqu'un partie de ping-pong, là, quelqu'un qui me donne la réplique, ben là, à ce moment-là, si je sors une idée, ou Robin sort une idée, ou Pierre sortait une idée dans le temps, puis que puis là, on est deux à se mettre d'accord sur cette idée-là, puis on l'améliore à deux, à un moment donné, tu as un peu plus confiance dans le résultat. Fait que je pense pour ça, travailler en équipe, parce que comme tel, écrire un scénario, je peux le faire, là, je veux dire. Ouais. Travailler en équipe, un des projets sur lequel, en tout cas, tu n'as pas travaillé seul, c'est l'adaptation en animation de Red Ketchup, dont... Oui, évidemment. Mais là, c'est une grosse équipe. Puis c'est pour moi que le dernier mot. Mais ça, peut-être le premier mot, là, mais en tant qu'auteur original, mais c'est sûr que et Pierre et moi, on a été contactés d'abord pour faire une session des droits d'adaptation. Ouais. Donc, on était un contrat d'auteur comme auteur original, puis de participation à la production. Sauf que Pierre, en cours de route, il y a eu des projets de films qui datent de plusieurs années. Il y a un paquet de projets de films, puis de séries de... En fait, le premier projet de film remonte au début des années 2000. Oui, c'est Vent d'Est. Ouais. Vent d'Est ou Vent d'Ouest, en tout cas. Vent d'Ouest. Vent d'Est. Parce qu'il y a une maison d'édition qui s'appelle Vent d'Ouest. En tout cas, ouais. Je pense que c'est Vent d'Est. Oui, c'est avec voyons, encore les blancs de mémoire. Avec le réalisateur qui est décédé, là. Je le savais son nom, mais là, c'est juste comme... Ah, c'est bête, j'ai pas ça dans mes notes. Ça fait exprès. Mais bref, il y avait... Mais oui, je l'ai bien connu, mais moi, j'ai de la misère avec les noms des fois. Oui, il est décédé, puis ça a mis fin au projet. Mais il y a eu d'autres projets. Ça a assez avancé. On avait écrit un scénario complet. Ouais. Mais il y a eu d'autres projets aussi, plus des amorphes.
Fait qu'il y en a été question longtemps. Mais toujours en live action. Mais toujours après ça, il y a été question avec GoFilm ouais. de faire un film live action, un long métrage. Puis déjà, Martin Villeneuve était Richard Boutet, le réalisateur de. Oui, c'est ça, Richard Boutet. Oui. Mais Martin Villeneuve était déjà prévu comme réalisateur pour un film live action. Il y a eu deux scénarios complets qui ont été écrits. Puis après ça, ben, finalement, le projet, ça s'est transformé. C'est devenu une série de télévision. Les droits ont été cédés. Puis tout ça. Puis finalement, c'est devenu un projet de série animée. Puis à ce moment-là, ben là, c'est bon, avec Oasis Animation, qui est devenu Sphère Animation. Entre-temps, toujours Martin Villeneuve à réalisation. Puis là, bon, la diffusion par Télétoon. Puis là, après ça, il y a comment ça s'appelle aux États-Unis, là, Adult Swim qui était. Adult Swim, oui. Moi, j'ai eu affaire avec l'équipe de production, mais j'ai jamais eu affaire avec les diffuseurs. Puis des fois, c'est un peu frustrant parce que c'est le diffuseur qui a le dernier mot. Les autres, je ne connais pas. Puis c'est tout est décidé à Toronto. Puis, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai senti un peu que ça m'échappait un peu. J'ai collaboré, puis je suis prêt à collaborer encore. Puis je pense que ça donne de ce que j'ai vu, ça donne des bons résultats, mais je sens que c'est plus tout à fait, contrairement à bande dessinée, quand je travaillais en équipe, du début à la fin, je sentais que c'était mon projet. Mais là, c'est autre chose, là, parce qu'évidemment, ça implique beaucoup de monde, ça implique des budgets importants. Ouais. Puis il y a le fait aussi que, justement, l'équipe de scénaristes est plus de Toronto. Il y a Martin Villeneuve qui a écrit des scénarios, mais autrement, l'équipe est à Toronto. J'ai rencontré quelques fois le chef scénariste, qui est un gars de Toronto. Puis c'est sûr qu'on n'a pas nécessairement les mêmes points de vue sur tout. Puis c'est sûr que ça donne un résultat un peu différent. Ça s'inspire des histoires de Red Ketchup, mais en même temps, c'est des éléments cherchés d'un album à l'autre, puis c'est comme réassemblé. Puis il y a des éléments nouveaux. Puis il y a le fait aussi que dans l'univers de Red Ketchup, le personnage et l'univers de Ketchup se sont créés à mesure. Au départ, c'est un personnage secondaire dans Michel Risque. Puis après ça, on lui a donné certains traits de caractère, puis on lui a donné un background, une famille, puis bon. Mais ça, c'est arrivé graduellement. C'était pas nécessairement tout fixé au départ. Comme le personnage de Sally, sa sœur, qui est très importante dans la série, elle apparaît seulement à partir du 4e album. Ouais. Puis Dr. Kuhn, qui apparaît dans le 2e album, il n'est pas là dans tous les albums. Il y a Plywood, qui apparaît juste dans le 4e album, dans un seul album. Et tous ces personnages-là prennent beaucoup plus d'importance dès le départ, qui sont déjà établis au départ dès le premier épisode, pratiquement, dans la série en animation. Fait, à ce moment-là, l'histoire est construite autour d'une famille de personnages. Alors que Red Ketchup, surtout dans les premiers albums, c'est un solitaire qui travaille tout seul, qui parle tout seul. Souvent, il parle tout seul. Oui, mais c'est parce que c'est deux médiums aussi. C'est deux médiums complètement différents. À la lecture, ça ne pose pas de problème. Dans une bande dessinée, tu mets un ballon de pensée, puis le personnage, il monologue, puis tout ça. Un dessin animé, peut-être ça se ferait, mais comme au cinéma, mais ça serait un peu bizarre. Donc, il fallait toujours avoir quasiment toujours un deuxième personnage qui donne la réplique à Red Ketchup. Comme par exemple, le personnage de Plywood a pris de l'importance justement à cause de ça. Puis, il y a eu d'autres transformations, par exemple, des personnages. L'histoire se passe à l'époque où on l'écrivait, donc dans les années 80-90. Ouais. Mais c'est quand même produit aujourd'hui. Juste une question d'inclusion, par exemple, on a décidé que Sullivan, qui est qui n'est pas le grand directeur du FBI, mais qui est comme le supérieur hiérarchique de Red Ketchup, c'est lui que Ketchup doit se rapporter au FBI. Là, on a décidé que dans la série animée, c'était un noir. Ouais. Peut-être qu'à l'époque, des hauts placés dans l'état-major du FBI, il n'y avait peut-être pas beaucoup de noirs, je ne sais pas. Peut-être un peu plus aujourd'hui, ou encore là, je ne sais pas. Mais pourquoi pas? Je veux dire, le personnage peut très bien fitter avec le personnage. Puis bon, puis là, si je donnais une nouvelle tête, puis bon. Sauf que si dans la bande dessinée, ben là, c'est sûr que je reviens au design d'origine. Plywood, question de contenu canadien aussi.
question de financement, puis le fonds des médias, puis tout ça, il fallait qu'il y ait un certain contenu canadien. Puis là, ben, on leur a dit, ben, la série originale était faite par 2 Québécois, mais en même temps, même dans l'histoire, il y a quelques éléments comme, bon, il dit que Plywood est et en réalité, ce n'est pas un Américain, c'est un agent canadien qui a été prêté par le Canada au FBI. C'est une espèce de, bon, un petit tour une petite pirouette, là. D'ailleurs, pour l'anecdote réelle, pour les crédits d'impôt, les fonds canadiens, effectivement, en production, il faut toujours mettre à l'écran quelque part qu'on puisse identifier du contenu canadien. Je ne sais pas si tu as connu à l'époque, pourtant tes enfants ont-tu l'âge d'avoir écouté ça, la série Dans une galaxie près de chez vous, qui jouait à Canal Famille et à VRAC TV par la suite. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur leur uniforme, ils ont tous le badge du drapeau canadien. Oui, mais ça me souviens, oui. Alors ça... C'est vraiment une contrainte du Fonds des médias? Ou... Ben, en fait, non. C'est l'équipe de production, de création. Pierre-Yves, voyons. Je suis mauvais dans les noms. Bon, bref. C'est l'âge qui fait ça. Création, ils se sont dit, hey, on va tous leur mettre des badges du Canada. Je trouve ça amusant. En partant, c'est amusant. Ben oui, c'est amusant. Puis en plus, c'est des cosmonautes, donc c'est correct. T'sais. Mais donc, c'est quand même particulier que même encore aujourd'hui, en 2023, qu'il faille encore là pour obtenir des crédits d'impôt et du financement. Des fois, il y a des twists comme il y a Sally, par exemple. La première fois, on la voit dans un album, elle reste dans un loft à New York. Mais là, la première fois qu'elle apparaît dans la série, elle reste dans un loft à Montréal. Mais ça se peut. Il y avait Plywood, justement. Il y a un épisode complet qui se passe à Toronto. C'est drôle parce que dans la BD, il y a une case qui se passe à Toronto. On voit la tour du CN. Puis bon. Oui. Dans Red Ketchup. Une seule case. Mais à partir de cette case-là, ils ont fait un épisode complet. En quelque sorte. Là, c'est sûr que ça entre en ligne de compte. Puis il y a toutes sortes de contraintes, évidemment. Puis là, il y a l'aspect scénario, mais il y a l'aspect visuel aussi, évidemment. Je pense que l'équipe a fait de la bonne job. Mais évidemment, je veux dire, en le voyant, inévitablement, je vois les différences avec mon dessin. Mais je pense que ça se rapproche quand même, on peut dire, assez bien, mais ça reste que c'est un autre médium, c'est de l'animation. C'est sûr que... Ben justement, puis c'était ça ma question. Bon, évidemment, ça avait été un live action, donc joué à l'écran par des acteurs. Du point de vue graphique, ton rapport comme illustrateur aurait été différent. Mais là, c'est en animation. Moi, j'ai vu le premier épisode. J'ai trouvé, somme toute, qu'au niveau graphique, on identifie que c'est du Red Ketchup, là, très, très bien. On reconnaît ta griffe. En même temps, évidemment, c'est un autre médium. Les personnages bougent. Alors ça, pour moi, comme téléspectateur, mon premier choc en voyant Ketchup en animé, c'est le fait qu'il bouge. Et comment il bouge. Alors là, je vais, ben oui, c'est vrai. Moi, je m'attendais à ce que ce soit la voix plus sur laquelle j'accroche en premier. Et pas du tout. Puis bon, évidemment... je comprends ce que tu dis. Puis le mouvement, oui. C'est de l'animation. Je pense que c'est bien animé, mais ça reste de l'animation. On a choisi de le faire en 2D, parce que là, il y a beaucoup de films d'animation, c'est du 3D, mais là, ça aurait complètement trahi l'aspect visuel, graphique de la BD. Donc, on est resté avec du 2D. Mais le 2D, aujourd'hui, ça se fait quand même en numérique. Donc, c'est pas du Walt Disney. Là. C'est pas sur des cellos puis avec l'ancienne technique. Donc, l'animation numérique, c'est peut-être un petit peu plus raide dans l'animation que l'animation 2D classique dessinée. Fait des fois, mais là, c'est pas mon métier, l'animation non plus. Je pense qu'ils ont fait de la bonne job, là, comme je te dis, mais des fois, je trouve des mouvements un petit peu. Ça dépend des bouts. Des fois, je trouve que ça fait un peu robot, là, tu sais, mais. Ouais, mais en même temps, Red Ketchup, c'est quand même un colosse, là. On ne s'imagine pas.
on imagine mal Red Ketchup dans une souplesse de grand danseur de ballet, dans la mesure où déjà, graphiquement, il est Lui-même, dans comme un... personnage, il est raide, ouais. Oui, il est raide, puis il est dans un costard avec une cravate, un veston, donc évidemment, ça limite déjà un peu. Même pour l'ensemble des personnages, pas juste pour lui, là, tu sais. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a comme. Mais, puis le travail qu'il a mis ses décors est assez poussé. Puis pour moi, c'est important. Parce que j'ai toujours donné beaucoup d'importance au décor dans mes BD. Puis le décor, comme j'ai déjà dit, là, je m'autocite, mais le décor, en bande dessinée, ça ne sert pas juste à décorer. Ça sert à raconter l'histoire. Ah ben non, tout à fait. Ben oui, tout à fait. Puis il y a des fois, je vois des BD, les décors sont super bien dessinés, mais c'est juste un décor. Puis là, je pense qu'intégrer le décor à l'action, puis les personnages au décor, c'est ça qui est important. Ben oui, ben comme au théâtre d'ailleurs. Il n'y a rien de pire au théâtre que de voir une espèce de décor conceptuel brillant, mais qui ne s'incarne pas du tout dans l'écriture puis dans l'action sur scène. Alors là, tu te dis, ah, ben là, le concepteur, la conceptrice a une super belle idée, c'est magnifique, il est brillant, il est brillante, mais dans les faits, ça ne sert pas du tout le récit qui est raconté. Et donc, mais d'ailleurs, à partir du moment où on vous contacte, Pierre et toi, pour vous dire, hey, finalement, on ferait de l'animation avec Red Ketchup, votre première réaction à Pierre et toi, ça a été quoi? Ben, au départ, je pense que c'était positif. Ben, moi, en tout cas, dans le cas de Pierre, je ne sais pas, puis on ne le saura pas, mais Ouais. C'est pour moi, je me suis dit, ben, c'est le fun parce que non seulement je vais voir mes histoires adaptées à l'écran, mais je vais voir mon dessin, tout l'univers visuel que j'ai imaginé. Fait que c'est sûr que au départ, je m'attendais peut-être à quelque chose un peu plus proche des albums, mais là, c'est des choix qui ont été faits. Comme je pense à Tintin, par exemple. Je ne sais pas si tu te rappelles de la série animée qui était faite à Toronto chez Nelvana, je pense. C'était les albums de Tintin. Il y avait systématiquement, tu avais un album qui prenait Ouais. Il y a quelques petits ajustements là, par la force des choses, mais essentiellement, les histoires sont suivies fidèlement. Alors qu'il y a d'autres adaptations de Tintin où c'est comme ça s'écarte beaucoup plus. Je pense, par exemple, en fait, c'est du semi-live, semi-animation 3D, là, le Tintin de Spielberg. Oui. Euh, Oui. Oui, parce qu'il y a de la captation de mouvements d'acteurs avec des. Mais juste dans l'écriture, dans le scénario, c'est sûr qu'ils vont chercher un peu partout dans l'univers de Tintin, mais c'est une histoire qui. Fait que la série animée de Ketchup, c'était un peu plus dans cette direction-là qu'ils vont. Plutôt que de suivre une adaptation fidèle de chaque album. C'est plus. Puis, tant que ça marche. Puis il y a aussi que je parlais, par exemple, par rapport à la diffusion. C'est sûr que si ça avait été fait uniquement pour le marché francophone, le noyau du marché francophone, c'est les lecteurs qui connaissent la série. Mm-hmm. Bon. Tandis que là, ben, c'était fait et pour le marché anglophone et pour le marché francophone. Puis sur le marché anglophone, ben, à ce jour, il n'y a pas eu de traduction des albums. Ça va peut-être se faire un jour, mais peut-être qu'il faudrait en profiter d'ailleurs. Autre question. Mais donc, les lecteurs anglophones ne connaissent pas Red Ketchup. Ils ne connaissent pas la série BD. Fait qu'à ce moment-là, pour eux autres, pour ce public-là, tu n'as pas de poser la question est-ce que c'est fidèle ou non? Est-ce qu'il y en a qui vont dire ça trahit l'esprit de l'œuvre originale parce qu'on s'en fout. Mais non, c'est ça. Mais en tout cas, comme je te dis, par rapport au public qui va juger, dans le fond, même les publics québécois, les gens qui connaissent la série, c'est à eux autres de juger jusqu'à quel point c'est fidèle. Moi, je suis un peu comme j'ai un parti pris, là, c'est sûr. Ben oui, c'est normal. Quand tu vois ton enfant partir de la maison, là, tu sais, oui. Inévitable. Je pense que de toute façon, dans l'histoire du cinéma, par exemple, tous les romans qui ont été adaptés, dans 95% des cas, l'auteur disait oh, tu n'étais pas trop satisfait, puis tu sais, bon. Là, à ce moment-là, tu as le choix. J'aurais pu faire comme Alan Moore, dire bon, ben là, je ne veux rien savoir. Mais non, je pense que j'ai essayé de participer, de donner mon point de vue, d'être là comme conseiller.
Ouais. Je peux faire quelques dessins de temps en temps. Puis j'ai quand même eu une satisfaction à faire ça. Là, puis, bon. L'autre, en fait, moi, passer le choc du mouvement, de constater que Red et que tous ces personnages-là bougeaient, il y a deux autres éléments qui entrent en ligne de compte. Il y a la voix. Et donc là, au niveau de la distribution québécoise, quand ils ont dévoilé que la voix de Red, c'était Benoît Brière. Sur le coup, ça m'a surpris, mais comme je disais tantôt, mais il est très polyvalent. Oui. Puis je pense que ce que j'ai entendu, je pense que ça marche bien. C'est pas à lui que j'aurais pensé en premier, mais il est capable même de changer son registre de voix. Par exemple, dans la version anglaise, je ne me souviens plus du nom de l'acteur qui double Red Ketchup en anglais. Il y a une grosse voix comme ça. Puis lui, tu as l'impression qu'il vient de boire un scotch puis qu'il vient de fumer un cigare puis ils ont allumé le micro. Là, un vieux cowboy avec une grosse voix grave. J'ai beaucoup aimé, et dans la version anglaise, la voix de Sally. Je ne connais pas le nom de l'actrice non plus. Puis dans la version française, je trouve que France Castel, c'est une très bonne idée. Ben oui, mais France Castel. Non, vraiment, vous avez. C'est Sally un peu plus vieille, mais elle a encore le torque de Ah non, c'est clair. Avec elle, cette femme-là, cette actrice-là est extraordinaire. Elle a un swing. Et Benoît Brière, moi, c'est des acteurs avec qui j'ai eu le bonheur de collaborer dans ma carrière. Et tu sais, Widmer Normil qui fait le patron. C'est drôle aussi parce que on parlait justement que les personnages, on a choisi un noir pour le personnage de Sullivan. Pour le doublage, c'était pas obligatoire parce que, je veux dire, on ne le voit pas. Je veux dire, bon, il y a toutes des petites nuances dans la voix d'un noir et la voix d'un blanc, mais indépendamment de l'accent, c'est bon. Mais sauf qu'il est parfait. Ah non, c'est impeccable. Qu'il soit noir ou non, ça n'a pas d'importance, là, mais je veux dire, il est parfait pour le rôle. Puis, tu ne veux pas, tu l'imagines, tu le visualises, puis effectivement, il fit dans le personnage, ça, c'est certain. En live action, Widmer pourrait très bien jouer. Oui, en live action, il pourrait très bien. Il serait parfait pour ce rôle-là. Ce personnage-là. Ah non, pour vrai, au niveau de la description. Puis Benoît Brière, moi, j'ai trouvé ça drôle, les réactions de plusieurs internautes qui disaient quand on connaît Benoît Brière et qu'on a travaillé avec cet acteur-là, on sait à quel point, on le sait, tout le monde sait que Benoît Brière, c'est un grand, grand talent. Mais au-delà de ça, Benoît Brière, c'est surtout un grand technicien. Et moi, je peux te dire une chose réelle, j'ai joué 42 représentations d'un spectacle avec Benoît Brière. Et ce gars-là, c'est une force de la nature. Il est capable de tout. Absolument tout. Et quand je l'ai entendu, quand j'ai entendu un extrait de Benoît dans Red Ketchup, j'ai fait, bingo, il est là, Red. C'est ça, Red. Moi, je m'explique mal à partir de là comment des lecteurs, lectrices pourraient résister à ça. Peut-être parce que physiquement, c'est pas évident à première vue. Autant Widmer Normil serait Steve Sullivan. France Castel, il faudrait s'y aller quelques années, là, mais ça pourrait être salé. Oui. Mais Benoît Brière, physiquement, on ne l'imagine pas tellement. Mais c'est ça. Mais en même temps, c'est ça, un interprète. Oui, puis comme je dis, il est capable de s'adapter. Je sais que, en tout cas, comme acteur, il a joué des rôles très, très différents. Ouais. Puis il est capable de s'adapter puis de sortir. Parce qu'il y a certains acteurs qui ont juste comme un personnage. C'est toujours l'acteur que tu vois derrière le personnage. Benoît Brière, lui, il fait partie des acteurs qui peuvent se métamorphoser puis jouer des rôles complètement. Là-dessus, j'ai confiance. Il y a un acteur. J'étais étonné de ne pas voir de cette distribution-là. Je vais le dire, mais on n'en parlera plus après. C'est Guy Nadon. Pour moi, Guy Nadon, mais en même temps, Guy Nadon, c'est le couteau suisse. Il peut tout faire, lui, en voix. Oui, lui aussi. C'est un acteur polyvalent, extraordinaire. Puis c'est drôle parce que je m'étais fait à l'idée, moi, je me suis dit, c'est clair que de cette distribution-là, Guy Nadon va jouer au moins un personnage quelque part là-dedans. Et quand il y a eu le dévoilement, j'ai fait, tiens, Guy n'est pas là. Mais bon, c'est sûr qu'il est excellent. Il aurait pu faire qui? Il aurait pu faire Sullivan. Il aurait pu faire le frère de Red. Il aurait pu faire... Peu importe. Non, mais il aurait pu faire Red lui-même, tant qu'à ça. C'est juste un constat. Je ne pense pas qu'il manque de travail. Non.
Non, 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 non. Non. D'ailleurs, dans cette distribution-là, personne manque de travail. Oui, tant qu'à ça. Je peux te l'assurer. Euh, D'ailleurs, l'autre truc, moi, qui m'a frappé à l'écoute du premier épisode, et là, je sais que ça va étonner peut-être les auditrices, auditeurs, c'est la violence. Parce que, et je m'explique, dans Red Ketchup, pour moi, l'album le plus graphique, c'est Camarade Ultra. Et la raison est simple. Oui, il y a du sang, et c'est que, bon, évidemment, les manchots saignent sur la banquise, donc le rouge sur le Oui. blanc, c'est un élément graphique. Euh, mais quand on continue les autres albums de Red Ketchup, bon, évidemment, Red Ketchup contre Red Ketchup, quand il se bat contre ses clones, Oui, oui. euh, C'est bon, ça que c'est un fait, je peux commenter là-dessus, parce que, effectivement, pour moi, Red Ketchup, j'avais déjà fait l'analogie avec les films de Tarantino. Je ne dis ouais, pas que c'est pareil, là, mais il y a un point commun. Quand on pense aux films de Tarantino, on pense toujours à des trucs hyper violents. Puis si tu regardes ces films, les bouts de violence, c'est quelques minutes à peine. Sur un film de 2 heures, tu as peut-être 5 minutes de bataille, puis tu as des interactions avec les personnages, tu as une trame dramatique, tu as des dialogues, tu as des ouais, côtés psychologiques, tu as tout ça. Mais il y a comme une espèce d'étiquette de violence qui est accolée à ces films. Puis c'est pareil pour Red Ketchup. Le personnage de Red Ketchup a été défini au départ comme quelqu'un qui n'a aucune limite, qui peut être prêt à tout faire, là, je veux dire, il peut devenir extrêmement violent. Puis quelques images qui ont marqué, là, puis qui ont donné cette aura de violence. Euh, mais dans les faits, si tu lis, il y a du sang de temps en temps. Mais plus au début, comme tu dis, exactement comme ce que tu disais tantôt, c'est exactement ce que je pense. Il y en avait plus au début. Plus tu avances, moins il y en a. Mais il ouais, reste toujours, le personnage est perçu comme, même si tu ne vois pas la violence, tu peux l'imaginer parce qu'il peut exploser n'importe quand. Puis même, personnellement, dans ma façon de raconter, d'utiliser l'ellipse en bande dessinée, c'est souvent, je ne montrerai pas nécessairement la scène de violence, mais le résultat. Je me rappelle d'une scène, même dans un vieil épisode, euh, il est en Israël, puis là, il est prisonnier palestinien, puis il va l'interroger. Puis on voit, puis il torture. C'est assez élevé. Il était plus élevé au début aussi. On a fini par avoir un peu de sympathie à longue. En tout cas, il torture, mais tu ne ouais. vois pas en train de le torturer, mais tu le vois qui sort de la pièce. Il y a du sang, du sang jusqu'au coude sur un Ouais. bras. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. On peut juste l'imaginer. Donc, Ouais. souvent, c'est de montrer le résultat de l'action. Dans le dessin animé, tu vois peut-être plus l'action complète. Donc, tu vois du sang. Mais des fois, je trouvais qu'il exagérait un peu. Tu sais, il donne une claque à la gueule, les gouttes de sang qui revolent. Moi, j'ai trouvé, ouais, c'est ça, c'est que la bande dessinée, c'est beaucoup un art de l'ellipse. Et comme l'exemple que tu as raconté, c'est-à-dire que l'imaginaire du lectrice ou de la lecteur prend le relais dans l'ellipse. Et dans la version animée, moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai fait OK, il n'y a pas d'ellipse, là. On nous le montre. Puis là, je me disais, bon, en même temps, moi, j'ai vu le premier épisode. C'est le Alors, médium aussi. je me suis dit peut-être qu'ils installent comme dans Camarade Ultra, l'album à l'époque, et que par la suite, ça va peut-être un peu s'amenuiser. Je ne sais pas, je n'ai vu que le premier épisode. Ça dépend. Ouais, ben moi, j'en ai vu 4, mais là, j'ai lu les scénarios de la saison complète. Puis effectivement, peut-être que ça dépend des épisodes. Il n'y a pas toujours du temps puis de la bataille, tout ça, mais il y en a quand même pas mal. Autre chose qui est plus mise en évidence dans les dialogues, parce que justement, ça a été fait d'abord en anglais Oui. pour être traduit en français après, puis on est plus proche de la langue parlée, puis il y a plus de one-liner, puis ça ressemble plus des fois, peut-être parce que les personnages dialoguent, justement, Red Ketchup, il y a quasiment toujours Plywood à côté de lui. Ouais. Ils s'échangent des cracks, puis comme dans un sketch de comédie à TV. Alors que moi, je veux dire, quand on écrivait dans BD, c'est sûr que le texte avait son importance, puis même le texte, mais il faut prendre pas mal de place, mais il y avait peut-être, c'est humoristique, c'est sûr qu'il y avait des punchs dans le dialogue, mais on ne cherchait pas toujours
mettre une joke à la minute, là, mais c'est différent encore là, dans un autre médium. Puis les jeux de mots, puis d'ailleurs, des fois, je lisais les scénarios en anglais, puis il y avait des jeux de mots en anglais, je dis, comment ils vont faire pour traduire ça? C'est, Ça, ça, c'est un enjeu majeur, là. Parce que c'est culturel la aussi, un traduction, gag. Hein. ouais. Donc, non seulement le gag est culturel, mais en plus, en doublage, il faut que tu le fasses rentrer dans les mêmes temps au niveau, du mouvement des lèvres. Donc, Ouais, ben, ouais. il y a beaucoup, beaucoup de contraintes en animation que tu n'as pas en bande dessinée. Parce qu'en bande dessinée, à la limite, tu es seul maître à bord. Je veux dire, dans le sens où. Ouais. Je reviens à ce que je disais sur l'humour verbal aussi. Le personnage de Ketchup lui-même, tel qu'on l'a conçu, c'est pas un Joker. Red Ketchup lui-même a zéro sens de l'humour. Sauf qu'il va, Ouais. des fois, il va avoir des répliques drôles, mais parce que c'est involontairement. Oui, parce qu'il y a un Des fois, dans le décalage. dessin animé, des fois, il pousse des petites craques, là, il est un peu sarcastique. Mais autrement, le personnage ressemble pas mal à ce qu'on a conçu, mais il y a cet aspect-là qui est un peu différent. Peut-être encore là, on change de médium, on a une série télé, c'est sûr que le rythme est différent. C'est ça. C'est quand même drôle de penser que pendant des années, Red Ketchup a été quelque part mis sur la glace. Parce qu'en 95, lorsque Crow ferme ses portes, vous avez débuté le 9e album, Elixir X. Vous traversez chez Safarir pour faire une courte histoire de Red Ketchup en 4 planches en noir et blanc, Ouais. que vous avez terminé en quelques planches, Michel Risse. Et par la suite, Red Ketchup va revenir au devant de l'actualité de la bande dessinée québécoise par le truchement de ses rééditions aux éditions de la Pastèque, donc l'intégralité des 9 albums, puis les 3 intégrales. Et là, vous avez terminé Elixir X 20 ans. On était rendu, quand Crow a cessé de paraître, on était rendu exactement au milieu de l'histoire. Ouais. Puis là, quand est arrivée la réédition à la Pastèque, puis on est arrivé, on approchait de la fin, ben là, je me suis dit, pourquoi pas faire terminer le 9e album? Il y aurait juste la moitié à faire. On a repris l'histoire qu'on avait mise sur la glace 10 ans auparavant, on l'a continué naturellement. C'est drôle parce qu'à Pastèque, ça les a fatigués un peu parce qu'il avait prévu de faire 3 intégrales. Donc, il y avait 8 albums à l'origine, Ouais. albums terminés. Ils ont dit, on va faire le premier album, première intégrale, premier tome, puis deuxième tome de l'intégrale, mettre 3 albums chacun. Puis dans le dernier, on va mettre 2 histoires. Puis le reste, ça va être des suppléments, puis des bonus, ouais. Et puis des bonus, puis des textes, des analyses, bon, toutes sortes de choses. Mais là, en complétant le 9e album, ils n'ont pas pu le faire. Il a fallu qu'ils mettent. Fait que les intégrales contiennent juste les BD. Il y a pas de. Mais c'est drôle pour les suppléments. J'ai un projet en cours en ce moment avec la Pastèque, c'est justement de sortir un album, un recueil des extras de Red Ketchup. Ça devrait sortir cette année. Là. Vous appellerez peut-être ça Red Ketchup hors série. Ou justement, l'histoire qui est parue dans Safari, l'histoire qui ont paru dans Crow récemment, là, les revival qu'il y a eu, des sketchs, des projets de couverture, des posters, des ex-libristes, tout ça. Puis même des Red Ketchup vus par d'autres dessinateurs. Puis j'ai intégré là-dedans aussi un peu du travail que j'ai fait pour le dessin animé. Il y a des petits bouts de storyboard, des designs de personnages. Puis ça, c'est un recueil qui va rassembler toutes ces choses-là. Fait que ça, je pense que ça peut être intéressant pour les amateurs de la série. Ah ben c'est sûr. Et c'est fou parce que Red Ketchup est vraiment revenu en force dans ta vie parce que là, il y a l'animé, il y a évidemment l'album des suppléments dont tu viens de parler, mais en plus, tu travailles présentement sur un 10e album, alors que dans Elixir X, c'est une fin ouverte, hein? Oui, exactement. Puis on l'a utilisé. Oui. C'est assez étrange. C'est sûr que l'élément déclencheur, c'est la sortie du dessin animé.
de dire, ben là, c'est l'occasion d'en profiter, puis Ouais. si possible, faire une édition en anglais, c'est pas fait encore, mais en tout cas. Puis l'histoire des extras, l'histoire du 10e album. Puis le 10e album, quand on a terminé le 9e, il y a Red Ketchup qui est mis en animation suspendue. Il est déshydraté par le Dr. Kuhn. Puis il y a Sullivan qui veut se débarrasser de lui. Il ajuste la minuterie, l'horloge, à 20 ans, pour qu'il se réveille 20 ans plus tard. C'est que là, c'était ouvrir la porte. Puis, quand il est arrivé l'idée du dessin animé, ben là, j'ai dit, on va commencer avec ça. Puis j'ai dit, on va enchaîner. Puis là, puis à ce moment-là, l'histoire se passe en 2015. Puis ce qui est curieux, c'est à ce moment-là, quand j'ai commencé à mettre en marche ce projet-là, ça ne fait pas longtemps, déjà, Pierre était encore vivant, mais il n'était plus disponible. Il était bon. Il était déjà en résidence. Ouais. Avec ses problèmes cognitifs, puis tout ça. Puis, c'est très étrange parce que pour enchaîner, les premières pages de cet album-là, si tu vois Sullivan qui est rendu très vieux, qui est dans une résidence, qui est complètement perdu, parce que c'est lui qui est responsable d'avoir mis Ketchup. Puis, l'album commence comme ça. Tu vois Sullivan, puis c'est assez troublant même. En tout cas, tu vois Sullivan qui à un moment donné, il se met à capoter parce qu'il est dans son univers, là, il est complètement perdu. Puis, mais ce qui va venir l'échéance, parce que l'échéance des 20 ans approche. Puis là, ce qui se passe, je ne vais pas trop raconter toute l'histoire, mais c'est juste le début. Quand il arrive, la minuterie arrive à zéro, Sullivan, qui est dans sa résidence, dans son lit d'hôpital, il meurt. Puis Red Ketchup, il se réveille au même moment dans le laboratoire. Puis là, comme Austin Powers, comme Rip Van Winkle, comme Captain America, il se retrouve transposé dans un monde qu'il comprend plus ou moins, un monde qui, après un sommeil de 20 ans, il débarque là, puis lui, il veut reprendre la job, puis là, on se retrouve dans un... Donc, Dans un tout autre monde, en fait. c'est ça. Puis là, il est un peu perdu là-dedans, mais lui, il est encore Red Ketchup, il n'a pas changé. Puis là, ça rentre dans une histoire de... Je ne vais pas tout raconter, mais c'est une histoire de politique fiction. OK? Donc, c'est calqué sur l'actualité, mais dans les éléments de fiction, où le personnage de Donald Trump, qui est identifié comme Donald Trump dans l'action, mais dans le récit, qui joue un rôle assez... C'est pas lui le personnage central, mais il joue quand même un rôle assez important. Puis, mais ça reste un récit de fiction. Fait que c'est une uchronie, dans le fond. Oui, mais en même temps, Réal. J'en dirai pas plus parce que là, mais en tout cas, l'histoire avance. Là, je suis rendu, je l'ai fait un peu plus que la moitié. Mais d'ailleurs, pour moi, Réal, Red Ketchup, c'est toujours inscrit en quelque part dans la politique, dans la mesure où, pour moi, je veux dire, c'est une réponse. En fait, c'est pas une réponse, mais c'est un personnage qui s'incarne dans un contexte de l'apogée de la guerre froide, les années Reagan. Puis là, c'est les années Trump. Oui, c'est ça. Mais en même temps, ce qui est fou, c'est qu'au final. Oui, effectivement, il y a un côté satire politique. Oui. Puis en même temps, puis c'est une histoire policière, mais c'est une histoire policière qui ne se prend pas complètement au sérieux. Parce que moi, faire des vrais récits policiers réalistes, là, puis tout se tient, puis tout ça, je ne suis pas capable d'écrire ça. Je ne suis pas Agatha Christie, là, puis je ne suis pas. En tout cas. Mais d'ailleurs, des récits policiers satiriques. Et cet album-là, tu le réalises en collaboration avec Robin, non? Oui, toujours, oui. Un peu de la même façon que Heureux comme Hugo. OK. Est-ce qu'au niveau du travail, même s'il n'y a pas de pré-publication, comme dans le cas de Elexirix, quand vous avez terminé l'album, Pierre et toi, est-ce que tu t'imposes un certain rythme comme à l'époque? Pas imposé, mais j'essaie de... Je travaille régulièrement là-dessus, donc je veux que les choses avancent. Ouais. Puis, disons, comme rythme, il y a quelque chose de commun avec le temps qu'on faisait du feuilleton, c'est que moi, j'aime pas travailler, j'aimerais pas écrire un scénario tout complet, tout fini. Après ça, faire tout le découpage au complet. Après ça, tous les crayonnés. Après ça, tout l'ancrage. Tu sais, faire de l'ancrage à tous les jours pendant 3 mois, je viendrais fou. Je veux dire, je sais pas. Il y a beaucoup de dessinateurs qui font ça. Tu sais, je pense à Michel Rabelletti qui me disait, lui, avant de dessiner sa première case, son scénario, il a été écrit, réécrit, revu et corrigé
Puis là, il fait un plan, un découpage, puis là, il commence à dessiner. Mais moi, je n'aimerais pas ça travailler. Peut-être à cause justement de l'habitude quand on faisait du feuilleton dans le crew, Ouais. il y avait une part d'improvisation. Donc, j'y vais par bloc. Je vais voir. Le scénario, c'est sûr qu'on a un peu d'avance. Le synopsis, on a une bonne idée de l'histoire, comment l'histoire se termine. Le scénario, ben, à mesure qu'on avance, il se précise un peu. Puis à un moment donné, ben là, on va rédiger quelques pages. Là, je vais faire les découpages, les crayonnés. Mais c'est rare que je vais faire, mettons, plus que 4-5 pages de suite dans un même. Mettons, crayonner 4-5 pages de suite. Maximum, ça, je vais faire. Je ne vais pas crayonner 10 pages avant de. Faut que je change de département en cours de route. Sans ça, je trouverais ça plat. De toute façon, je pense pas que Red, c'est un personnage qui se prête à le contraindre. Je pense, sans me tromper, que de travailler en création avec un personnage pareil, je veux dire, la définition même de Red Ketchup, c'est qu'il est inattendu. J'imagine que ça donne absolument rien au niveau créatif que de fixer le personnage dans quelque chose. Je pense qu'il faut le laisser. Oui, mais il faut avoir la surprise le plaisir de nous surprendre Ouais, nous-mêmes. Un petit peu. Donc, comme je dis, même si l'ensemble est planifié, il y a toujours une petite place pour l'improvisation. Puis à un moment donné, c'est sûr que ce qui est déjà dessiné va influencer l'écriture qui vient par là. Il y a ça aussi pour écrire un chapitre ou un épisode de la BD. Si on peut se baser sur des pages déjà terminées, déjà dessinées, je trouve que c'est peut-être plus inspirant comme ça, que c'est tout c'est juste par écrit. Mais un synopsis écrit, puis on n'a rien d'autre, puis on n'a pas de visuel. Je trouve que les éléments visuels servent à s'inspirer pour la suite. Évidemment, il faut que je te pose la question, Réal. C'est comment de faire un album de Red Ketchup en l'absence de Pierre? Parce qu'au final, ce que je comprends du travail de l'album, c'est que cette fin ouverte-là, peut-être qu'il en était un peu question de manière très de façon officieuse, là, de se dire probablement. Quand on a écrit ensemble la fin d'Elixir-X, ouais. Je ne sais pas qui c'est qui a eu l'idée, ou si c'est lui ou c'est moi, mais en jasant comme ça, on est arrivé avec cette idée, on va dire, OK, la fin est ouverte, puis on ne sait jamais. D'ailleurs, c'était probablement pas dans le plan à l'époque de Crow, mais c'est dans le plan quand on a terminé l'album. Quand vous avez terminé, oui. On s'est ouvert cette porte-là, sachant pas du tout quand et comment et si on le ferait. Mais là, ben, à ce moment-là, c'est notre point de départ, mais tout le reste, ça, je vais l'imaginer. C'est sûr que c'était le fun de travailler avec Pierre dans le temps, puis il y avait plein de bonnes idées qui venaient de lui. Puis, mais je peux très bien fonctionner, même s'il n'est pas là. Je veux dire, puis peut-être que le ton va être un peu différent. C'est sûr que ça ne peut pas être le même ton que les premiers Red Ketchup. De toute façon, même s'il est encore en vie, puis s'il est encore en état de produire, on a vieilli, puis on a même, c'est ça, le personnage de Red Ketchup, physiquement, il n'a pas changé, mais il y a quelque chose dans sa tête qui a vieilli un peu. Oui, puis le monde dans lequel on est en 2023, bon, même si la société, à toute vraisemblance, n'a pas tant évolué que ça, les mœurs, quant à elles, elles ont évolué. Et donc, j'imagine que, tu sais, je m'en remets, je fais référence à un avertissement dans le deuxième intégral de Michel Risque, où à la fin du dossier, là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais où ça dit qu'à l'époque où les planches ont été réalisées, il n'y avait pas les sensibilités d'aujourd'hui quant au genre ou à la race. Non, tu parles il y a la scène du blackface. Oui, c'est ça. Michel Risque fait un blackface. Oui. Donc, j'imagine aussi que Red Ketchup, quand on se rassoit en 2023 et qu'on fait un album de bande dessinée, bien évidemment, c'est aussi teinté
des sensibilités puis de l'époque à laquelle on vit aujourd'hui. Oui, mais là, à ce moment-là, ça vient de... C'est pas comme si je rééditais une BD faite il y a Non, 30 c'est ans. ça. Là, à ce moment-là, peut-être tu te dis, ah, ça va-tu passer, ça va-tu. Puis moi, je ne suis pas obsédé par la cancel culture. Là. Je me dis, si les gens ne sont pas d'accord, ils ont le droit de le dire. Puis là, si l'éditeur trouve que c'est une raison pour ne pas publier l'album, ben tant pis. Mais je veux dire, pour moi, ce n'est pas de la censure. Des fois, ça peut être fatigant. Là, je veux dire, puis il y en a qui sont un petit peu trop. Un peu trop à cheval, c'est le principe, mais je ne suis pas là, le genre là, qui va déchirer sa chemise parce qu'on s'en prend à la liberté d'expression. Puis comme si on pouvait tout dire avant, puis c'est pas vrai. Je veux dire, avant, il y en avait de la censure, puis, Ben mais oui, il y en a toujours eu. c'était pas les woke, puis c'était pas les politically correct, puis c'était pas les antiracistes qui faisaient ça, c'était l'Église, c'était le gouvernement, c'était la police. Puis, écoute, il y en avait de la censure dans le temps, là, puis on s'imagine que qu'on pouvait tout dire puis tout faire. Mais là, aujourd'hui, si on dit des affaires puis ça choque du monde, moi, j'essaie juste d'écrire des choses qui ne me choquent pas, moi. À ce moment-là, moi, je suis très politically correct. Puis Pierre aussi l'était dans le temps, je pense. Oui. Il n'est plus là pour nous le dire, mais puis même, c'est ça qui est un peu paradoxal aussi, d'ailleurs, dans tout l'univers de Red Ketchup, c'est que des fois, c'est comme Red Ketchup, il peut être vu comme un esti de fasciste. Puis des fois, comme je ne dis pas si souvent que ça, mais ça peut être très violent. Ça peut être, puis pour des gens, c'est vu comme le contraire du politically correct, mais dans le fond, c'est jamais notre intention. Je veux dire, notre propos est plus antifasciste qu'autre chose. Ben, je ne sais pas si les gens le perçoivent, là, mais Moi, une question, il y a des détails anecdotiques, mais on avait décidé à un moment donné au début de faire de Red Ketchup un albinos. Pourquoi? Au début, il n'était pas en couleur, la question ne se posait pas. Mais à un moment donné, on dit, bon, quand j'ai commencé à le faire en couleur, je dis, il est roux, il s'appelle Red, donc un roux. Les roux, généralement, ont le teint très clair. Je le disais, faisait le visage quasiment blanc, mais il y a toujours ses verres fumés. Puis je me suis dit, pour ce qu'on a pensé à un moment donné, peut-être que dans le fond, il est albinos, puis les yeux rouges. Et il est rare fois qu'on voit ses yeux, il a les yeux rouges. Ça fait ça, on le retrouve encore dans le dessin animé. Bon, ça donne une caractéristique du personnage. J'ai rien contre, sauf que je me dis, si j'étais albinos, peut-être que ça me fatiguerait. Parce que souvent, je me rappelle, c'est quoi le roman de John Irving? Ah oui. Euh, Hey, ça va bien pour les noms aujourd'hui. C'est toujours le même. Voyons, le célèbre roman de John Irving où ce que le méchant, qui est une espèce de monstre, de freak, de malade mental, c'est un albinos. Puis ça, souvent, si on regarde au cinéma, souvent les personnages d'albinos sont présentés, représentent souvent des freaks, des fuckés, des. Ouais. Le Code Da Vinci. Ah oui, tout à fait. Oui, il y a un méchant là-dedans qui est comme une espèce, c'est ça, de brut, là, puis bon. Puis je me dis, je dis après coup, ben, si c'est à faire, peut-être que je n'en ferai pas une albinos. Mais là, on vit avec, là, parce que c'est établi comme ça, mais. Est-ce que vous avez reçu des plaintes? Là-dessus, non. Et là, on parle de Red Ketchup à 41 ans. Donc, en 41 ans, pas de plainte. Donc, j'imagine que tu vas être quitte là, pour que ça continue comme ça. Peut-être. À moins que le dessin animé, peut-être. Oui. D'ailleurs, je ne sais pas si tu savais, Réal, mais bon, dans mes recherches, je travaille présentement sur l'intégrale du Capitaine Québec. Et donc là, je suis en train de passer à travers 50 ans d'archives de Pierre Fournier. Et là, je suis tombé dans un projet de scénario du Capitaine Québec qui s'intitulait « Frette, pas frette, j'y vais ». Et imagine-toi que Pierre, dans ce projet-là, avait pensé, comme le Capitaine America, le Capitaine Québec était congelé pendant quelques années et revenait à la vie. Ah oui? Oui. Je n'étais pas au courant, mais il y a assez plein d'affaires, des projets qui n'ont jamais abouti. C'est sûr que tu en as vu, tu en connais quelque chose, tu en as vu plein. Là. Oh, oui. Il y a des choses dont j'ai entendu parler. Il y a des choses même où je devais collaborer avec Pierre, mais en tout cas,
sur le Capitaine Québec, même si j'ai été crédité comme collaborateur au scénario du Capitaine Québec, dans le fond, j'étais juste comme de loin, là, tu sais, mais je ne me considère pas comme co-scénariste du Capitaine. En tout cas, mais ce projet-là, ben oui, c'est une amusante coïncidence. Mais comme on disait tantôt, euh, le thème du héros qui est en animation suspendue et qui se réveille des années plus tard, je parlais de Rip Van Winkle, qui est un classique de la littérature Ouais. américaine, Capitaine America, Austin Powers. Fait que, je veux dire, quand on a décidé d'adapter ça à Ketchup, on n'a rien inventé. Je veux dire, ça, je suis conscient que c'est un thème qui a été repris quand même, qu'on peut retrouver. Non, mais l'important, c'est de bien l'exploiter. Et là, Oui, ben, c'est ce qu'on en fait, c'est sûr. évidemment, évidemment, moi, comme lecteur de Red, bon, j'en vois quelques parcelles que tu publies, que tu partages sur les réseaux sociaux. C'est sûr que ça donne vraiment envie. D'ailleurs, cet album-là, sans donner de date de sortie précise, j'imagine que c'est pourquoi 2024, 2025? Ben, j'espère 2024 parce que, bon, c'est quand même pas, c'est pas aussi long que Heureux comme Hugo. Là, je veux dire, Ouais. au départ, j'avais prévu faire un album d'un format standard comme les autres albums, 44 pages. Ouais. 44 pages de BD, là, puis avec la reliure, puis tout ça, ça fait 48 pages ou quelques. Mais dans le fond, c'est pas obligatoire. Puis en l'écrivant, on a développé un peu, ça va probablement être un peu plus long, peut-être 60 pages. Ah, OK. Puis là, ben, bon, comme je dis, je n'ai un peu plus. Dans le scénario, la dernière partie reste à rédiger, mais on sait pas mal où ça s'en va. Dans le dessin, en noir et blanc, j'en ai fait quasiment pas loin des 2 tiers. Là, il va rester de la job à faire sur la couleur, qui est commencée, mais à peine. Donc, quelques mois de travail, là, je veux dire, ça va sûrement, il va sûrement être terminé avant la fin de l'année, puis probablement même, je visais cet été, idéalement. Là, ben, la date de sortie à ce moment-là, ça va dépendre évidemment de l'éditeur. Puis c'est quoi le meilleur timing, puis tout ça. Mais il me reste pas. Il me reste quelques mois de travail à mettre là-dessus. Ça avance. Écoute, d'ici là, mon cher Réal, les auditeurs auditrices pourront se mettre sous la dent du Red Ketchup en animé. Je rappelle que la série sera diffusée en français à Télétoon la nuit à compter du 20 avril et en version anglaise à compter du 23 avril sur la chaîne Adult Swim. Écoute, le mot de Cambronne pour toute l'équipe. Très, très curieux de voir, premièrement, de voir le reste, de voir les épisodes, de voir la réaction aussi, et de voir comment les lecteurs et lectrices de Red vont réagir. En même temps, la beauté de la chose, c'est qu'une création, ça ne nous appartient plus quand c'est lancé dans le monde. Donc, vous aurez fait votre travail, puis après ça, ce sera... Ah, ben là, c'est ça. Puis moi, je suis curieux de voir aussi. Je ne sais pas exactement à quoi m'attendre. Je pense je pense que les gens vont aimer ça. Puis, mais ça ressemble. Je ne connais pas beaucoup de séries qui pourraient ressembler à ça. Effectivement, c'est assez particulier. De toute façon, des dessins animés pour adultes, j'en connais pas tellement. Puis il y a des séries, ça ressemble plus à une espèce de téléroman. Mais là, c'est plus quand même, on est dans l'action, dans le gros comic book. Là. Puis en même temps, en tout cas, je vais voir ce que ça va donner. Je suis curieux de voir. Écoute, d'ici là, Réal, bon voyage. Merci. Bon travail, bon vent pour la clôture. Ici, ben là, juste un mot en passant comme ça. Il va y avoir bientôt le lancement du recueil d'hommages au Capitaine Québec. Oui. Évidemment, ben, là, j'aurais aimé ça être présent, mais là, je vais être en voyage. Fait que je dis bonjour à tout le monde qui va être là, puis que j'aurai l'occasion de dire que je veux. Leur dira bonjour de ma part. Excellent. D'ailleurs, je saisis l'occasion, Réal, de te remercier pour ta participation, évidemment, qui est très touchante. C'est un hommage, c'est vraiment un hommage touchant. C'est tout ce que je peux dire. Et merci vraiment beaucoup.
d'y avoir collaboré parce que voilà, parce que c'était important. Et je pense que c'est aussi une belle manière en quelque part, de clore pour toi aussi une collaboration qui s'est étendue sur 4 décennies, ce qui est relativement rare au Québec dans le milieu de la bande dessinée. Alors, Marc, disons qu'après la fin de Crow, la collaboration était plus occasionnelle, mais on a quand même eu l'occasion de des projets, puis entre autres sur le projet de film. C'est sûr que c'est un peu dommage que Pierre ait obligé de quitter avant que le projet de dessin animé se concrétise. Il était là au début, mais très vite, on a senti qu'il était plus... il était là, mais pas complètement. Là, fait que, la santé... Même avant qu'il soit déclaré diagnostiqué malade, que sa maladie soit diagnostiquée, on sentait déjà qu'il était moins disponible, moins présent. Fait que c'est... Ouais, la santé l'a beaucoup freiné. Pierre, d'ailleurs... mais il n'a jamais eu une très bonne santé. Non, mais... Pour l'avoir connu il y a longtemps, peut-être qu'il manquait un peu d'énergie. Ça explique peut-être pourquoi il a fait tant de projets puis qu'il n'a réalisé si peu par rapport à tout ce qu'il aurait pu faire. C'est pour ça que je parle de l'hommage que j'ai fait. Il y avait quelque chose d'un petit peu... Il y a de l'affection pour Pierre, mais en même temps, quelque chose d'un peu amer. Mais pour contrebalancer d'autres qui dessinaient Pierre Fournier, les bras croisés, hein, Capitaine Québec comme un super-héros triomphant, comme le pilier de la bande dessinée du Québec. Moi, autant j'ai de l'estime pour Pierre, j'ai de l'affection, puis que je considère qu'il y a des grandes qualités, puis qu'il y avait vraiment des idées incroyables, puis un sens de l'humour, puis qu'il était au courant de tout. Ce qui est dommage, c'est que c'était pas quelqu'un de productif. Puis s'il avait été productif, il aurait pu faire tellement plus. Mais ça, je pense que c'est un peu ça que je voulais montrer par le dessin, que faire un Capitaine Québec fatigué. Puis aussi, il y a l'âge qui joue en plus. C'est sûr qu'en vieillissant, ça ne s'est pas amélioré. Fait que c'est ça, je veux dire, c'est son côté créatif, c'est sûr, puis que j'apprécie énormément. Mais c'est pour ça que c'est un peu paradoxal. Même quand on parle du Capitaine Québec, oui, ça a marqué les esprits de Capitaine Québec parce qu'il a touché à quelque chose, un point sensible, puis qu'à un moment donné, c'est devenu une icône. Mais Capitaine Québec, c'est un comic de 22 pages, plus le retour dans Titanic, 10 ans plus tard, une dizaine de pages. C'est très peu. Là. Je veux dire, il aurait pu faire tellement plus. Puis surtout que tu me parlais des projets qu'il avait en tête, tu aurais voulu, mais en tout cas, c'est dommage, là, c'est sûr. Hey, tu vois, moi, c'est mon quotidien. Là. Je suis vraiment dans la tête à travers tous les papiers et jusqu'à la... Puis quand je C'est juste que tu dois faire des découvertes à un moment donné, comme c'est un travail d'archéologue quasiment. Là. Oui, puis c'est assez incroyable parce que, puis tu sais, peut-être, je pense qu'une partie de la réponse à ta question, et c'est que, bon, Pierre, c'était un cerveau en constante ébullition et avec la maladie, il y a des moments où, quand j'allais le voir au CHSLD, où il se prenait la tête à 2 mains parce que ça roulait trop dans sa tête. Mm-hmm. Et ça, il me l'exprimait clairement. Et c'est un peu ce Pierre-là que je découvre à travers des caisses et des caisses et des caisses de papier, de documents. C'est fou, c'est 50 ans de vie où frénétiquement, il a confiné tout sur papier. Et là, je me dis peut-être qu'une partie de la réponse, c'est justement ça. C'est qu'il était en constante ébullition et c'est comme si, au fur et à mesure qu'il couchait sur le papier, il voulait comme déjà si être ça ailleurs. l'empêchait de focusser sur un projet, puis de le prendre en main, puis de l'exécuter. Et mon autre théorie, et là, je ne suis pas encore au niveau de l'écriture, là, je suis au niveau d'assembler des documents et de faire une espèce de fil du temps, un fil d'Ariane. Et moi, je pense que c'est ce qui explique aussi pourquoi la collaboration avec toi lui plaisait tant. C'est que moi, je sens que Pierre ne voulait pas être prisonnier non plus d'un truc. Alors, le fait de collaborer avec toi sur Red Ketchup et puis aussi sur Michel Risque avant, bien que ce n'est pas lui qui l'a créé, c'est toi.
tu l'as créé seul, mais même dans ses écrits, dans ses notes de la Guilde des justiciers, je veux dire, c'est un projet de vous deux qui a vécu sur papier, mais qui n'a pas connu une grande diffusion. Ils ont été repris, la plus grande diffusion de la Guilde et de Roland Vitesse, c'est dans un album de Michel Risque aux éditions de La Pastèque, dans les intégrales, là, où on a vu quelques extraits. Mais pourtant, pas plus tard que ce matin, je tombais encore sur des notes de ça. Alors, c'est comme si... Tu parles-tu de la Guilde? Oui. Oui, de la Guilde. Vitesse, oui. Oui, ben des deux, en fait. Puis, tu vois, là, je l'ai dessus. Ben, de toute façon, on ouais, est à ça, c'est il y a un autre... T'as-tu vu des choses sur un personnage qui s'appelait Derzy? Ben oui, Derzy, Bon, ben oui. Ça, c'est un autre projet qui n'a jamais abouti. Mais ça, en cours de route, c'est normal. Il y a des idées, tu pitches des idées. Je vais faire ça un jour, puis des fois ça se fait, des fois ça se fait pas. Mais Derzy, c'était un truc de la Première Guerre mondiale, un récit Un aviateur, ouais. d'aventure fantastique un peu, mais... Mais tiens, tu vois ici, là, ben, évidemment, pour le bénéfice des auditeurs, vous ne le verrez pas, mais j'ai ici Ah, OK, ça, c'est comme un l'illustré résumé qu'il annuel. avait voulu faire pour l'illustrer, mais ça ne s'est jamais réalisé parce qu'il y a Non, juste ça un ne s'est livre. jamais réalisé. Tu vois, ici, c'est écrit La Guilde par Réal Godbout et Pierre Fournier, Roland Vitesse versus Presto Clino et Voyage astral de Manto. Alors, oui, ben, c'est tous des personnages. J'ai des dessins de ça quelque part. Là. Justement, dans l'album Le recueil de Michel Risque, il y en a un petit bout. Oui, puis tout on à fait, avait c'est ça. imaginé puis dans les sketchs, il y avait le personnage, le manteau, ou bien comment il s'appelait? Celui qui avait un masque à gaz avec un turban. Là, oui. Docteur quelque chose, me semble. En tout cas, j'ai vu ça dans les sketchs, les petits recueils qui étaient sortis là, Oui. de sketchs de Pierre. Il y a ça, il y a ce personnage-là Tu vois ici le oui, mais c'est sûr que c'est normal, des projets qui sont restés sur la glace. Mais donc, Pierre, des projets sur la glace, il y avait l'Antarctique au complet, le projet sur la glace. Donc, moi, je pense, puis moi, je l'ai côtoyé que les dernières années. Je veux dire, moi, Pierre, je l'ai côtoyé à partir suite au travail du livre Les Années Crocs, là, donc 2012. Puis bon, ben là, tu sais, progressivement, je l'ai côtoyé sur une base beaucoup plus personnelle. Donc, moi, je l'ai connu dans le dernier segment, le dernier droit de sa vie. Mais c'est ça. Et donc, le fait de passer à travers tout ça, je suis en train de me dire que peut-être qu'une partie de l'explication, c'est ça aussi. C'est qu'il n'arrivait pas à... Dès qu'il crayonnait quelque chose, qu'il doudelait quelque chose, qu'il avait une idée, mais il était déjà rendu ailleurs. En fait, le seul personnage où vraiment il était très, très attaché et que toute sa vie, il a travaillé dessus sans jamais rien publier, c'est Dick Derrick. Ah oui, puis moi, je me rappelle du nom, mais j'en connais très peu parce qu'il m'en a à peu près jamais parlé. Le nom me disait quelque chose, mais c'est... Ouais. Alors, Dick Derrick aura été le plus grand projet de Pierre Fournier, mais à l'état de projet. Ah ouais. Donc, il aura été vu qu'une seule case dans le... Tu avais collaboré à ça, tu te souviens, c'est le spécial des Olympiques de Tintin en 1976. Là, il y avait eu un cahier québécois. Ah oui. Alors, Pierre avait réalisé une planche complète où on voyait Derzy, où on voyait Dick Derrick. Il faisait comme un survol. Ben, c'est ça, dans le fond, c'est exactement de ce dont tu parles tantôt. Les différents projets qu'il y avait en chantier qui étaient comme dans ces notes, là. Il faisait comme un survol de toutes ces séries-là, comme s'il faisait une page complète qui résumait toutes ces idées-là présentées sur une seule page. Moi, tu l'as dans ton recueil. Oui, tout à fait. Et tu sais comment la dernière case, c'est quoi? C'est Pierre Fournier qui se flingue parce que c'est trop pour lui. Alors, pour moi, cette planche-là, elle est tout à fait... Pour moi, cette planche-là, c'est Pierre Fournier synthétisé en une page. Ouais. Et c'est le dilemme Fournier. C'est une espèce de vertige de la création, mais en même temps qui paralyse, puis en même temps qui fait qu'au final... Et donc, moi, c'est pour ça, moi, je pense qu'il avait autant d'affection pour votre collaboration et pour Michel Risque et Red Ketchup. C'est que ça lui permettait d'être... Comment? Parce que je faisais la job.
Ça, je pense qu'il l'aurait ri, ça. En fait, en partie, mais c'est aussi l'idée qu'il était partie prenante de la création, mais en même temps, il n'était pas non plus seul, il n'était pas non plus à l'avant-plan de ça. Et je pense que là, dans cette zone-là, lui, il était très, très heureux, alors que d'être frontman, d'être à l'avant-plan, peut-être que c'était trop pour lui. Je ne sais pas encore là, comme je te dis, je ne suis pas encore assez avancé. Puis là, ben, il n'est plus là pour nous le dire. Ben non, évidemment. Puis, tu sais, évidemment, Pierre, à partir du moment où il a retrouvé une certaine lucidité en CHSLD durant son hospitalisation, les derniers mois de sa vie, là, lui, il voulait qu'on reprenne le travail sur l'intégrale du Capitaine Québec. Alors là, il me disait, OK, JD, là, on va faire l'entrevue, on fait une entrevue. Et je veux dire, j'enregistrais 5 minutes, puis il fatiguait. Là, puis après, il fallait qu'on arrête parce qu'il était fatigué. Mais il arrivait encore à se souvenir de choses. Mais le vlimeux, il ne répondait pas à mes questions. Il contournait tout le temps, comme si, en même temps, il entretenait son propre mythe. Oui, quelque chose comme ça. Ouais, oui, en fait. Ben, écoute, moi, j'ai connu pendant 40 ans, puis plus, là, je veux dire, en 71, ça fait 50 ans. Puis, moi, j'avais dit, ça fait des années que je te connais, puis dans le fond, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie. Puis, il avait trouvé ça raide un peu, mais il y avait une espèce de part de mystère qui entretenait, on dirait. Puis, il y avait des projets, mais il n'en parlait pas. Puis il savait des affaires, puis il y avait des contacts. Mais on ne savait pas. Puis je regarde l'ensemble de sa carrière, les jobs qu'il a fait, qu'il a réalisés. Il est Capitaine Québec, il a une collaboration avec moi. Il a été rédacteur en chef d'Anormal. Il a fait de l'ancrage pour Marvel, mais c'est toutes des courtes périodes. Ouais. À part ce qu'il a fait avec moi, là, ça s'est étendu sur quand même pas mal d'années. Puis le reste du temps, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Il y a aussi. À gauche, quelques. Oh, il a fait beaucoup de piges et il a travaillé pour, je sais, comme scripteur pour Surprise avec Pierre. Oui, pour la télévision. Mais pas longtemps non plus. Et il a fait un album qui a été très, très souffrant pour lui, Bibi et Geneviève. Il avait fait un album de bande dessinée de Bibi et Geneviève. Ah oui, je me souviens de ça, ça me revient, ouais. Ouais. Et ça. C'est devenu ça, je ne sais pas, ouais. Ah, ben ça a été publié. Ça se trouve encore dans certains Renaissances. C'est comme un livre pour enfants. Oui, c'est un livre pour enfants. Inspiré de la série télé. Oui, ça me revient, ça, j'avais oublié, mais c'est ouais. Oui, et je peux te dire que de ce que je comprends des correspondances, parce qu'il ne m'en a pas parlé, Pierre, mais dans les échanges, là, puis bon, à l'époque, Internet n'existait pas, fait que c'était pas des courriels, c'était même pas des fax, là, c'était des lettres. Et mon Dieu, que ça a été souffrant. Ça, je pense qu'il y a beaucoup. Je pense que ça a été. Je pense que ça a un peu refroidi ses ardeurs de pigiste et de BDiste. Parce que. Peut-être que l'expérience était mal terminée. Oui, ça a été. En tout cas, de ce que je dans Gros aussi, indépendamment de ce qu'il a fait ce qu'il faisait avec moi, là, il a fait. Tu as dû voir ça, sur des scénarios de Jean-Pierre Leblanc, il a fait une couple de bandes dessinées, des principe un peu à la Gottlieb de courte histoire, là, une espèce de rubrique à braque, là, si on veut, sur différents sujets. Il en a fait peut-être 2, 3. Il y a fait des parodies de Luc et Luc, parodies de Tintin. Oui, il en a fait quelques courtes histoires comme ça. Puis, mais après, à un moment donné, il a dit Isaac Roux, il ne voulait pas de mon travail. Mais, as-tu des excuses qu'il se donnait? Je ne sais pas. Ah ben ça, comme je te dis, je suis encore à l'étape de classer les choses. Mais je suis sûr qu'il y a des choses que tu n'aurais jamais à répondre. Ah ben non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Puis en même temps, c'est correct aussi. Comme un album de Red Ketchup qui se finit en fin ouverte, je veux dire, et ça, il faut l'accepter, autant dans la création, autant comme lecteur, il faut l'accepter, que comme dans ce cas-ci, où je sais très bien que plus je vais avancer, plus j'aurai de questions et probablement que moins j'aurai de réponses. Mais bon, ça, c'est le pari. Je te dis, c'est une job d'archéologue. Mais ça, je le fais une fois et je le fais par amitié, je le fais parce que c'est une promesse.
mais je veux dire, c'est un chantier qu'on fait une fois dans sa vie, là, et j'en suis très, très conscient. Quand ce livre-là sera terminé, le sera-t-il un jour, dans le sens où on sait très bien que quand on fait de la recherche, une fois que c'est imprimé, c'est pas terminé, parce qu'il y a toujours d'autres éléments. Mais une fois que cet album-là physiquement existera et qui sera propulsé dans les mains des lectrices-lecteurs, ben voilà, moi, il faudrait que j'accepte que c'est une fin ouverte et qu'il y aura des réponses nécessairement sans question et qu'il y aura peut-être tout au plus des hypothèses viables. Mais bon. Raconter sa vie en bande dessinée. Écoute, ben, tu sais, et je vais te laisser là-dessus. Je suis tombé la semaine dernière sur des croquis et sur peut-être une vingtaine de pages. Et c'était un récit biographique de Pierre Fournier, auteur de bande dessinée, que j'ai identifié comme projet autour du milieu des années 80. Dessiné par lui, autobiographique? Oui. OK. Ça, je n'ai jamais entendu parler non plus. Ben, moi non plus. Puis là, je fais, hey, Pierre Fournier qui fait de l'autobiographie autour de 85-90, juste avant l'arrivée de, tu sais, juste avant les débuts de Futuropolis en France, de l'association, tu sais, de l'arrivée de Julie Doucet. Bon, évidemment, il y en a eu de la biographie, je veux dire, Robert Crumb, c'était ça. Dans une certaine mesure, Will Eisner, c'était ça aussi. Mais de voir Pierre toucher à ça, mais c'est vraiment de l'esquisse puis du croquis, là. Donc, on ne sait pas trop. C'est un autre projet de plus, oui, c'est ça. Oui, donc ça, j'ai mis ça de côté. Je me suis dit, tiens, encore une surprise. Et donc, à chaque fois que j'ouvre une boîte, comme ce matin... Je suis curieux de voir ça un jour. En tout cas, tu peux en faire des copies. Oui. C'est sûr et certain. Eh bien, merci infiniment, Réal, de m'avoir accordé de ton temps et de ta générosité. C'est toujours un privilège de te parler, un grand plaisir. Donc, je te souhaite bon vent pour tout ce qui s'en vient et probablement la chose la plus importante, je te souhaite la santé. Important. Pour encore très longtemps. Ben, toi, je te souhaite le meilleur pour tes projets aussi. Puis écoute, merci beaucoup et à très bientôt, je l'espère. À bientôt. Pour suivre Réal Godbout, rendez-vous au realgodbout.wixsite.com/illustration au singulier. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour nous suivre, rendez-vous au rss.com/podcast au pluriel, /entre deux cases. À bientôt.